Merci Estelle. Oui, apparemment, il y a donc un certain maniérisme dans ma façon d'approcher les choses. Merci de l'avoir reconnu dès maintenant. Aujourd'hui, donc, au programme, le rapport entre faire du théâtre et dire le théâtre. Et comme un petit détour est parfois et souvent la meilleure démarche pour aller droit au but, nous commencerons par une petite similitude, pour ainsi dire, en guise de mise en bouche. Ne vous est-il pas arrivé parfois, en regardant sur le journal une photo de Poutine torse nu dans la rivière, avec la légende Poutine torse nu dans une rivière, le sentiment de ne pas être pris totalement au sérieux. De même, vous vous rendez à l'opéra et au moment où un chanteur chante tel un ruisseau dans la montagne et que le metteur en scène se voit contraint d'accompagner ça d'une projection vidéo d'un petit ruisseau dans les Alpes, ne vous arrive-t-il pas de vous demander pour qui et surtout pourquoi on vous prend finalement? De même, d'une certaine manière, dans l'enseignement supérieur, et ceux qui ont fait des études récemment doivent reconnaître le cas de figure où il y a un professeur qui est censé donner un cours et qui, au lieu de donner un cours, dit presque littéralement ce qui se trouve sur une projection d'un PowerPoint, au grand mécontentement de certains étudiants, et en même temps au grand contentement de certains autres étudiants qui trouvent ça bien facile, surtout si le PowerPoint par la suite est mis en ligne, ce qui les dispense d'assister au cours, et pour cause, et on comprend. En même temps, lorsqu'un chanteur chante à l'opéra, il fait tout noir ici, on ne s'attend pas à une scène totalement illuminée. Là, il y a quelque chose qui cloche, selon nous. Quand il loue les cheveux blonds de sa partenaire, on ne s'attend pas à une chanteuse rousse ou brune. Là, on se dit tout de même, avec les moyens techniques de nos jours, il y aurait eu moyen de faire rentrer, oui, la réalité scénique et la parole, de toute manière, d'une certaine manière, dans une logique de la représentation. Et c'est bien ce que je compte programmer aujourd'hui, c'est cette idée de logique de la représentation, seulement une logique de la représentation pour le théâtre de la fin du Moyen-Âge. Et là, on se heurte naturellement tout de suite à des problèmes documentaires énormes, surtout puisque l'étude de ce théâtre du Moyen-Âge s'est faite le plus souvent par des littéraires qui savent bien travailler avec des textes, qui ne savent pas travailler avec d'autres types de documentation. Donc c'est le texte qui est à la base. Donc il n'y a pas de hors-texte. Les médiévistes le savent depuis longtemps, il n'y a pas de hors-texte. Tout est dans le texte puisque c'est ce qu'on a. En même temps, quand le Hollandais, dans le vaisseau fantôme, arrive en 2 chevaux, alors on se sent carrément trompé. Même s'il existe de nos jours des metteurs en scène qui aiment ce genre de petit trucage de désautomatisation. Toute chose que l'on puisse se faire valoir, il reste la question d'un rapport peut-être nécessaire entre la parole et l'action et d'essayer également de trouver où ce rapport se situe exactement, surtout dans les cas où il y a une grande carence des sources. C'est-à-dire que si je dois bien vous remercier de vous être rendu à l'appel et de bien vouloir assister à cette conférence, ça ne veut pas dire pour autant que je vais descendre dans la salle pour vous remercier chacun individuellement par personne. Ça prendrait trop de temps, ce n'est pas effectif.
puisque, d'une certaine manière, la parole suffit. Merci donc. De même, si je remercie l'Université de Grenoble de bien vouloir m'accueillir ici, de souffrir ma présence dans ce campus, et merci Estelle, merci Mathieu, merci tous les autres, etc. C'est la parole qui suffit, il n'y a aucune action nécessaire. C'est là donc que la parole se substitue simplement à l'action. C'est un moyen parfois extrêmement économique. Il s'agit donc, en fait, d'une certaine effectivité de la parole par rapport à l'action, tout comme il peut y avoir aussi des cas où, justement, il y a une certaine effectivité de l'action par rapport à la parole. Et c'est pour le théâtre médiéval, effectivement, là, un domaine qui est resté largement inexploré, dit-on toujours, faute de documents, faute de description, faute de témoignages. Finalement, on n'a que le texte, donc on est positiviste, on étudie le texte, on n'étudie rien d'autre. En fait, c'est plus compliqué. Effectivité de l'action, là, c'est tout simple. C'est-à-dire que quand on éteint les lumières dans la salle et qu'on frappe les 3 coups, il n'est plus besoin de dire « cher public, silence, on va commencer », c'est-à-dire que ça va de soi. C'est une convention, mais en même temps, c'est une convention hautement effective qui, dans bien des pièces de théâtre, même modernes d'ailleurs, n'est pas inscrite ni dans les didascalies, ni dans les documents. Donc il faut se figurer aussi d'une certaine manière, nous qui connaissons la pratique du théâtre du XXe siècle, comment un chercheur au XXIVe, peut-être XXVe siècle, devra reconstituer une pratique du théâtre au XXIe siècle s'il ne dispose que des seuls textes. Si tout le reste a disparu, que peut-il faire? Que faut-il faire? Et on aimerait imaginer peut-être, là ce serait encore une bonne idée pour une espèce d'atelier de théâtre, d'essayer de reconstruire le théâtre du XXe siècle sans présupposition, sans connaissance préalable, simplement à partir de quelques textes, et faire table rase de tout ce qu'on croit savoir. Et puis reconstruire ces théâtres. Ça doit être une aventure totalement inouïe. En même temps, on est incapable de le faire, puisque on ne peut pas se défaire de ce qu'on... Ce ne sont même pas des connaissances. C'est tellement présupposé, c'est pas un savoir, c'est instinctif. Bon. Effectivité donc de l'action, c'est-à-dire que parfois il n'est pas nécessaire de se dire je vous aime sur la scène, mais le baiser suffit. Parfois il n'est pas nécessaire de dire voilà que je vais me déshabiller, puisque le fait de se déshabiller est assez parlant. Que laisse-t-on finalement à l'imagination du spectateur? C'est là aussi une question extrêmement importante, surtout une question qui joue souvent depuis quelques années à l'opéra, de toute manière à l'opéra d'Amsterdam, où la tendance est d'une certaine manière à l'hyper-explicite. C'est-à-dire que si on n'a pas compris par l'action, le jeu de l'acteur, si on n'a pas encore compris par le texte en traduction néerlandaise, en traduction anglaise, si on n'a pas encore compris par des projections vidéo, il y aura en même temps encore un jeu de marionnettes qui va enfoncer le clou pour nous faire comprendre, oui, c'est bien ça. Donc cette question de l'imagination du spectateur est extrêmement importante d'une certaine manière, également puisque là, il y a des questions à se poser sur la pratique médiévale. C'est-à-dire qu'on peut bien dire naturellement, au Moyen-Âge, les hommes étaient un peu simples, ils ne connaissaient pas encore les conventions de théâtre, donc il fallait encore mettre un peu plus pour qu'ils comprennent finalement, puisque c'était les badauds de la rue, puisque les farces étaient jouées sur les places du marché, etc. Oui,
Je veux bien, mais que peut-on en savoir, effectivement? C'est dire que pour l'étude du théâtre de la fin du Moyen-Âge, qui le plus souvent d'ailleurs est un théâtre du XVIe siècle, voir un théâtre de la Renaissance, voire même un théâtre de la Réforme, voire un théâtre de la période des guerres de religion, de telles questions jouent. Mais l'état de la documentation ne nous informe guère, ne nous aide guère à trouver des points de repère pour trouver de bonnes réponses. Et nous laisse par conséquent, et là c'est quelque chose que j'adore en tant que chercheur, je suis un peu positiviste, donc j'aime bien qu'on puisse dire quelque chose de positif. En même temps, je chéris aussi la place de l'imagination du médiéviste, puisque là où les sources font défaut, il faut se faire une raison, il faut chercher d'autres solutions. Et surtout pour ce théâtre, il n'y a pas moyen d'esquiver les simples questions. Au moment où on veut vraiment écrire, décrire une histoire des pratiques de théâtre. On entre donc dans un mode spéculatif. Certes, tout finalement commence à relever de la pure spéculation, mais parfois une telle spéculation est 1000 fois plus saine. 1000 fois plus enrichissante que la pure stérilité philologique, et cette remarque est polémique, je l'assume pleinement. Enfin, je ne sais pas, mais il y a une certaine expérience qui tente à indiquer qu'il faut aussi une certaine intuition, une certaine vue assez libre, parfois une vue même non historisante pour approcher ce théâtre. Il faut un peu plus. Il faut un peu plus au sens dramaturgique, il faut une certaine intelligence pour arriver à voir ce qu'un texte conservé représente finalement. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « Ah, on a conservé un texte, on va étudier le texte, etc. », se poser la simple question « Mais pourquoi le texte est-il là ? Et qu'est-ce que c'est que ce texte ? Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Ça sort d'où ? Ça a été fabriqué pour qui ? Pourquoi ? À quel moment ? » Donc là, on rentre tout à fait dans ce que les Français appellent l'histoire méthodique et ce qu'aux Pays-Bas, d'ailleurs, on nomme l'histoire, la critique historique à la française. De cette manière. Je peux rien. Et le tout se joue là, même si les exemples sont parfois terre à terre et intellectuellement peu stimulants. C'est là le cadre, c'est là la perspective que je veux partager avec vous aujourd'hui pour voir un peu ces rapports entre la parole et l'action à la fin du Moyen-Âge. Naturellement, le procédé, la combinaison, peut produire d'autres effets. Imaginons par exemple Michel le Grand chantant comme la pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Eh bien, personne ne s'attend à un bruitage d'une pierre qui tombe à l'eau, puisque ça détruit tout dans la chanson, d'une certaine manière. L'exemple n'est d'ailleurs pas si saugrenu que ça, puisqu'on a conservé des témoignages du Moyen-Âge où on voit donc des prédicateurs qui avaient caché sous l'écriteau un bruitage important où, effectivement, au moment où le prédicateur commençait à parler de la crucifixion, il y avait quelqu'un avec des clous et des planches en sous-sol, dans une sorte de caisse de résonance, pour augmenter un peu... Oui, pour augmenter quoi, finalement? On se dirait, c'est totalement redondant. On se dirait, ça n'a plus rien à voir avec les mystères de la foi. Un peu comme la messe latine. Si on ne comprenait pas, ça marchait bien. Au moment où on comprend, c'est Brassens. Hein. Sans le latin, la messe nous emmerde. L'eau du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça aussi, la parole et l'action. Si le titre de cette conférence n'était déjà assez explicite, ces exemples montrent bien que l'objet de notre exploration, c'est le rapport entre la parole
et l'action. Et le titre a été tiré d'ailleurs d'une farce de Pierre Gringor qui a joué au début du XVIe siècle au Halles de Paris, où, et je résume l'action, la vigne d'un certain Raoulet, de la femme d'un certain Raoulet Poyard est restée en friche. Il y a deux bons compagnons qui se présentent pour labourer cette vigne. L'un s'appelle Dire, l'autre s'appelle Faire. Laboure la vigne et finalement la femme dit « Ah, je préfère tout de même faire à dire ». Bon, que le tout soit à prendre au sens érotique, ça crève les yeux. Seulement dans la scénographie, probablement, on a simplement montré, en guise de rébus visuel, on a simplement montré des types qui sont effectivement en train de labourer une vigne, et c'est au public de décrypter. Oui, le sens métaphorique n'est donc pas sur la scène, le sens métaphorique est dans les yeux du public. Il est d'ailleurs tentant de voir dans cette farce de la part de Pierre Gringor également une prise de position métathéâtrale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de ce jeu métaphorique, mais il s'agit aussi, d'une certaine manière, d'une déclaration d'un homme de théâtre qui explique au public ce que c'est que le théâtre, c'est faire le théâtre, beaucoup plus que dire le théâtre. Cette constatation est d'ailleurs loin d'être totalement anodine, car dans une des farces plus longues, une farce d'à peu près 800 vers, la farce du pourpoint rétréci, deux compagnons sont à la recherche d'un bon tour à jouer au troisième, le troisième qui, à cause de la soirée précédente, est en train de dormir son vin. Et qu'est-ce qu'on peut bien lui faire? Et ce qui est inouï dans cette farce d'une certaine manière, c'est que pendant la première moitié de la farce, soit pendant 350 jusqu'à 400 vers à peu près, les deux types en question, il n'y a pas d'action, les deux types sont en train de se proposer des possibilités de tout compte. Ah, si on allait lui faire ça, ah, c'est peut-être une bonne idée, mais j'ai meilleur. Si on faisait ça, ah non, 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 ça ne marche pas, mais j'ai une autre idée, etc. Donc c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Il y a une action scénique qui consiste à imaginer des actions scéniques qui finalement n'auront pas lieu. Et c'est d'autant plus curieux que la seconde partie de la pièce consiste entièrement en une action qui se passe presque de parole. C'est-à-dire le moment où on va inventer le stratagème, il est en train de dormir, on va lui rétrécir son pourpoint, au moment où il se lève, où il voudra enfiler son pourpoint, on va lui faire croire qu'il a gonflé et qu'il souffre d'une maladie extrêmement dangereuse, qu'il faut qu'il se confesse, qu'il faut qu'il voie un médecin, etc., etc. Et là, c'est le contraire qui se produit. Là où pendant la première moitié, on est en train de dire si on pouvait faire cela, si on pouvait faire cela, ici, on est en train de rétrécir le pourpoint, effectivement, l'espace de 2 octosyllabes à peu près. Mais sur scène, ce n'était pas 2 octosyllabes. C'est justement ce jeu où les deux types ne doivent pas faire trop de bruit pour qu'ils ne se réveillent pas, et en même temps doivent littéralement et effectivement rétrécir le pourpoint pour qu'au moment où il enfile, il s'agit vraiment d'un pourpoint rétréci. Et vous voyez donc comment cette farce, d'une certaine manière, et je suis sûr que de la part de l'auteur, de la part de la troupe qui a conçu cette farce, c'était voulu. Il y a une scission nette entre une partie, la parole prime sur l'action, et puis une partie, l'action prime sur la parole. D'ailleurs, cette seconde partie, et là on retrouve le plaisir de raconter les bons tours et les farces, puisque la seconde partie de cette farce se retrouve rapportée comme un véritable bon tour joué à quelqu'un dans les historiettes de Taléman d'Hério. Pour lui, ce n'est plus une farce, pour lui, c'est une réalité qu'il a jouée. Reste à savoir également ce qui se passe à la fin, puisque à la fin, quand le troisième est bien
convaincu qu'il est extrêmement malade et qu'il faut lui guérir par l'eau claire, eh bien, il est cousu dans un sac et on le jette à la rivière. Là, il n'y a pas de didascalie, hein, il n'y a pas de didascalie. Et là, le texte s'arrête. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas, y a-t-il un bruitage, comme par exemple une pierre qu'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau je sais pas moi. En même temps, il faut bien se dire que le stratagème de coudre quelqu'un dans un sac pour le jeter à la rivière était une pratique assez courante à l'époque. C'est arrivé à bien des acteurs, non pas sur scène, mais après coup, au moment où... Ah oui. En 1516, il y a eu un acteur qui a failli être mis en un sac en scène, comme le dirait Villon, mais puisqu'il pouvait se prévaloir de sa tonsure, finalement, il a été sauvegardé. Il y a eu en 1540 toute une suite de pièces protestantes jouées à Paris, et là, effectivement, les acteurs ont fait un petit bain de scène à la fin. Il faut dire, et le fait également de coudre quelqu'un dans un sac, on ne se rend pas compte à quel point c'est effectif d'une certaine manière. N'en déplaise à tous ceux qui croyaient que le sac dans les fourberies de Scapin était tout de même un peu bon marché, un peu trop farce. Quand on voit ça, et quand on est dans un sac, y a-t-il quelqu'un qui a été dans un sac sur la scène? Non? Ou quelqu'un qui a essayé de donner des coups de pied à quelqu'un d'autre qui est dans le sac sur la scène? Ben, il faut vous dire, ça demande un savoir. Don't try this at home. Ce n'est pas pour un théâtre amateur, puisque avec des amateurs, il va y avoir des malheurs qui se produisent. Il faut des tonnes de sédatifs, etc. Pour que ce soit effectif, il faut un savoir-faire qui est professionnel. Professionnel dans quelque sens qu'on veut donner à ce terme, c'est-à-dire professionnel, quelqu'un qui fait ça depuis une vingtaine d'années, qui a beaucoup d'expérience, ou bien professionnel qui fait ça pour gagner sa vie. Et là, on pourra détailler la question plus tard. Lentement, donc, commence à se dessiner une certaine typologie de rapport. Nous nous approchons, car même aller droit au but demande parfois un peu de temps, l'essence de ce qu'on fera ici ce soir. Deux détours encore, deux détours importants me semble-t-il. D'une part, il m'est arrivé de voir à Rome une lecture à l'italienne. Oui, on était en Italie, donc c'était une lecture à l'italienne. Une lecture à l'italienne de la farce de Maître Patelin dans une traduction italienne. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais compris à l'étude du texte, c'est-à-dire que la farce de Maître Patelin, le texte se suffit. Le texte se suffit. D'une certaine manière, la farce de Maître Patelin a servi à toutes les sauces dans l'enseignement, considéré comme le chef-d'œuvre absolu de la tradition de la farce, et la farce la moins farcesque de toutes, puisqu'à lire le texte sur 3 pupitres, avec quelques gestes, peut-être un petit morceau de drap, ça fonctionne, ça fonctionne. En même temps, il m'est arrivé d'assister en Espagne ou en Catalogne, c'est une question de goût, à une représentation de la farce du Cuvier. C'était pas tout. Il y a un metteur en scène japonais qui a fait une adaptation de la farce du Cuvier en japonais en 1953. Et là, en plein air, à Gérone, c'était des Japonais qui jouaient en japonais la version de 1953 d'une farce française du XVe siècle. On n'y comprenait rien. Le public se composait d'une part d'historiens de théâtre, d'autre part tout simplement de l'homme de la rue de Gérone. La joie fut excessive. Qu'est-ce qu'on a pu rire? Tout se passait comme si le fait de ne pas comprendre le texte, le fait de ne pas comprendre un seul mot de ce qui se disait,
Et le fait que surtout que ce soit un peu exotique, puisque pour les Catalans, le japonais, c'est assez, même pour moi, c'est assez exotique, mais ça rajoutait encore beaucoup au spectacle. Et là, on revient à la question de la messe latine, en quelque sorte. Et ça fonctionnait, puisque l'action se suffit pour cette farce. Oui, il faut se dire aussi qu'il y a eu un recueil d'articles de Carlo Ginzburg qui a été traduit seulement en irlandais, malheureusement, qui a été traduit sous le beau titre « Le détour comme méthode ». J'aime bien ça, Tant que nous sommes de loisirs, un autre exemple, en somme assez radical, le jeu de la feuillée du XIIIe siècle d'Adam de la Halle, Arras. Depuis les débuts de l'historiographie théâtrale, on a voulu y voir une pièce de théâtre. On a accumulé les interprétations, les unes plus intelligentes encore que les autres. En fait, oui, c'est un texte, et même pas ça. En fait, c'est une suite de textes. C'est une suite de textes. Ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est probablement une série de sketchs qui ont dû être joués à l'occasion de la rencontre nocturne annuelle de la confrérie des jongleurs et des bourgeois à Arras. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il existe pour cette rencontre tout un scénario, toute une action ritualisée qui est performée, pour ainsi dire, tous les ans, annuellement. Ce que fait le jeu de la feuillée, c'est de nous poser différents sketchs qui ponctuent des moments importants de ce rituel nocturne. Seul problème, ce rituel nocturne n'est pas documenté. On sait qu'il a existé, mais on ne sait pas comment il se formait. De là aussi, une action extrêmement difficile à comprendre dans cette pièce. Bien des personnes ont parlé d'une action rhapsodique, en quelque sorte, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est en quelque sorte les renvois vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est question d'un repas nocturne avec des fées, mais ce repas se situe en quelque sorte en dehors de la fiction théâtrale. Il y a exposition d'une grande roue de fortune mécanique, et là c'est documenté à Arras pour le XIIIe siècle, mais pas pour cette occurrence, mais le texte peut se contenter d'un simple renvoi, la roue que vous voyez là, et puis ça explique tout. Tout comme les fées qui, la nuit, doivent partir puisqu'elles ont affaire ailleurs, eh bien, effectivement, ces fées ont affaire ailleurs dans le rituel de la fête. Tout comme à la fin, les cloches de l'église de Saint-Nicolas, qui invitent les acteurs à se rendre autre part, ça ne veut pas dire la fin de la pièce, ça veut dire une continuation du rituel habituel, mais ailleurs, selon un scénario bien établi. Et c'est là ce que Denis Hue récemment a bien voulu appeler, et j'adore le terme qu'il a choisi pour ça, une finalité extérieure de la pièce. Une finalité extérieure. Non pas comme on voulait au XIXe siècle, on va écrire l'histoire du théâtre. Bon, on va regarder des documents du Moyen-Âge, et puis on prend les ciseaux, et tout ce qui ressemble plus ou moins à une pièce de théâtre, on découpe ça, et on le met sur le tas, et à partir de ça, on va faire l'histoire du théâtre. À partir donc de ce que c'était que le théâtre pour les chercheurs du XIXe siècle. Et ça n'a guère été remis en question par la suite. Quand on essaie de méditer ce que cela veut dire pour l'étude du théâtre du Moyen-Âge, quelques constatations banales, mais qui n'ont pas souvent été faites, pointent leur nez. Pour étudier ce théâtre, le plus souvent, on s'est contenté d'extraire l'action du texte. Puisque là, il y a. Ce qui veut dire que là où dans le jeu au Moyen-Âge, le texte et l'action étaient complémentaires, on n'a rien.
par la force des choses. Toutes les tentatives de mise en scène de ces pièces se basent sur le texte, et rien que le texte, qui inclut tout de même aussi les didascalies. Mais pour les didascalies, il y a un autre problème. Dans la grande carence de sources sûres sur la pratique du théâtre au Moyen-Âge, on a voulu voir dans ces didascalies une description de la pratique habituelle du théâtre médiéval. Et ça se comprend, c'est tout à fait naturel. Alors que, et là, il s'agit encore d'interroger les documents et de bien comprendre ce qu'on est en train de lire. Naturellement, on ne note pas dans une didascalie ce qui va de soi. On note dans une didascalie ce qui sort de la pratique ordinaire, ce qui est exceptionnel, ce que les acteurs ne savent pas, ce dont il faut les informer. Tant et si bien qu'au moment où on veut décrire une pratique à partir de l'étude des didascalies, on écrit une histoire de l'exception et non pas de la norme. Ben, je n'y peux rien, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on scrute, par exemple, les documents administratifs qui parlent de représentation de mystères, on est étonné du grand nombre d'occurrences où la ville, en guise de subvention, donne des tonneaux de poudre à canon aux joueurs, une subvention. Même pour des histoires des mystères hagiographiques, où vraiment rien, mais rien dans la vie du saint, rien dans les textes conservés, indique la nécessité d'explosion où que ce soit. Mais on voit la municipalité, poudre à canon, poudre à canon. Donc, effectivement, il y a une certaine pratique, on peut même dire, il serait peut-être sage de faire une distinction, non pas entre mystère tiré de la Bible et mystère hagiographique, mais entre mystère avec poudre à canon et mystère sans poudre à canon, d'une certaine manière, ce qui, sur le plan scientifique, est d'ailleurs une distinction extrêmement rigoureuse, puisque c'est A et non A, et ça marche toujours. Ce qui montre bien, d'une certaine manière, des documents administratifs, de toute manière, montrent bien que pour un spectacle réussi, il fallait de la pyrotechnie, il fallait des explosions, il fallait de la poudre à canon. Et on a rarement dit que l'invention de la poudre a été... On l'a toujours regretté hein, à cause des armes à feu, mais on n'a jamais suffisamment mis en lumière l'importance de cette invention pour l'histoire du théâtre. Parce que pour les théâtres, c'est un don du ciel, d'une certaine manière. Si on passe et repasse en revue la pratique du théâtre médiéval, au XIXe et XXe siècle, des reconstructions, on voit partout toujours cette tentative de complémenter le texte par une action, mais par une action qui est déjà inscrite dans le texte. Donc on est là vraiment dans l'explicite. On est là presque, je dirais, dans un certain mépris du public, mais on est là aussi dans un certain mépris du savoir-faire des acteurs du Moyen-Âge, qui étaient bien plus intelligents que cela. On peut tout aussi bien se poser la question que si le texte n'est pas, en fait, le côté le moins important du spectacle, qui a été rédigé après coup, qu'on a pu retrouver. En effet, on peut bien se dire que certains textes, certaines pièces demandent un texte à l'appui, mais ce n'est pas toujours tout à fait le cas. À preuve le nombre de jeux muets, il y a beaucoup de représentations par signe, il y a beaucoup de tableaux vivants où il n'y a pas de texte et pourtant le public arrive à saisir les choses. À preuve même le grand nombre de farces où, une fois que l'on saisit l'essence de l'action, on arrive à plier le texte à celle-ci.
comme des violences domestiques, comme des concours de pétomanes, comme de belles bastonnades, et j'en passe, et des bien meilleurs. Parfois, le texte laisse transparaître ces choses, mais il faut savoir, ou savoir apprendre à lire les textes, à saisir les marqueurs, à voir où ça se passe, en quelque sorte. Et parfois, savoir apprendre à lire ne suffit pas. Il faut simplement procéder à des mises en scène expérimentales pour voir où sont les problèmes. Car derrière son bureau, on ne le voit souvent pas. Grand avantage de la mise en scène, on ne peut plus échapper. Quand il y a un problème, il faut résoudre le problème. Alors que quand on fait une édition de texte, là où on ne comprend pas, soit on ne met pas de notes en bas de page, tant et si bien que moi je croyais toujours en lisant ces éditions que tout le monde comprenait sauf moi, et lentement j'ai compris que en fait personne ne comprenait, sauf ou bien, mais là aussi c'est un peu bâtard de mettre dans une édition, chaque fois où on ne comprend pas, mettre une note en bas de page en se disant il y a un jeu de scène mais je ne vois pas lequel. Ou bien ici, il y a un passage que je ne comprends pas. Parce que le lecteur n'attend pas ça d'un éditeur de texte, qui vient de proclamer son ignorance. C'est-à-dire que, non, allez, au travail. Nous, on veut un texte qui soit limpide. Et quand je parle de mise en scène expérimentale, de tentative de faire revivre ce théâtre, je ne pense naturellement pas à une certaine pratique assez courante dans le monde anglo-saxon, par exemple, où on met en scène des diableries de mystères pour déterminer si c'était comique au Moyen-Âge ou non. C'est-à-dire qu'on joue une scène avec des diables devant un public moderne, et puis on regarde, et si tout le monde rit, les diableries étaient comiques au Moyen-Âge, et si tout le monde a peur, tout le monde avait peur au Moyen-Âge. J'en fais une caricature, mais ça s'approche bien de ça. Il faut faire autre chose. L'une des manières qu'a le texte de laisser filtrer l'action est par des marqueurs typiques, je l'ai déjà dit. C'est que, par exemple, quand il y a un échange de paroles où le mari dit ceci ou la femme dit cela, eh bien, il faut tout simplement comprendre, et c'est tout à fait conventionnel, qu'il s'agit d'un échange de violence domestique. C'est-à-dire que lui, il dit ceci et elle dit cela. Et il n'est même pas nécessaire de dire ceci et cela pour le public. Il est nécessaire pour les acteurs. C'est-à-dire que ce sont presque des didascalies. Mais si le public ne l'entend pas, ça ne gâche rien. Mais si les acteurs ne savent plus, il y a un problème. Puisque les acteurs doivent savoir à quel moment ils doivent échanger des coups. Il y a même des variations assez extrêmes. Dans la farce de la tripière, où deux bons compagnons arrivent à avoir un repas gratuit, c'est-à-dire qu'ils arrivent à subtiliser les tripes de la tripière. Il y a plein d'actions, hein. On lui renverse un paquet de tripes sur la tête, etc. Il va y avoir une poursuite par toute la ville, qui n'a certainement pas eu lieu sur ce qu'on appelle de convention les tréteaux de farce, puisque les tréteaux de farce, eh bien, les images des tréteaux de farce, vous savez, quand on veut décrire la réalité de la farce à Paris au XVe siècle, on nous montre des images de la campagne flamande au milieu du XVIe. Et même au Moyen-Âge, un siècle compte tout de même 100 ans. Ouais. Non, mais j'y peux rien. Et oui, là aussi, ça joue énormément pour la farce. C'est-à-dire que la farce est une tradition qui, pour les seuls textes conservés, va plus ou moins de 1450 à plus ou moins 1580. Dans un genre aussi important, où se sont illustrés tant et tant de personnes, puisqu'on a conservé peut-être 200 farces à peu près, mais il y a des mentions de milliers de farces partout. Il est impensable
qu'il n'y ait pas eu pendant cette période de 130 ans une évolution, une dynamique, une accumulation de savoir-faire. Des choses qu'on ne fait plus, qu'on faisait au début, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Des choses par contre qui marchent très bien, qu'on a donc dû élaborer, où on a dû chercher. On ne peut pas mettre ça sur un tas. C'est compliqué. Bon, retour à la farce de la Tripière, donc qui ne peut pas avoir eu lieu sur des tréteaux de farce. Dans la seconde partie, par contre, tout se passe comme s'il n'y avait pas, comme s'il n'y avait plus d'action. Il n'y avait plus d'action. C'est-à-dire que les deux compagnons ont mangé leur plein de tripes, se reposent et se parlent un peu. Le premier éditeur appelait cette farce, pour cette raison, fade et insipide. En fait, le texte indique bien ce qui se passe, avec des échanges de paroles du genre « en ton nez, voici pour toi, en ta joue », etc. C'est-à-dire qu'on a bien mangé et maintenant, c'est le moment de lâcher du vent. Il y a des paix. Il y a même un concours de pétomanie sur la scène. Et ça marche toujours, hein, ça marche toujours. Encore de nos jours, ça marche toujours. Que cela ait été fait avec des paix réelles ou avec un bruitage extrêmement sophistiqué, voilà ce qu'on ne saura jamais, mais ça produit un effet, c'est-à-dire que c'est proprement théâtral et le texte n'a en fait pas d'importance. Et pour tous ceux qui croient que c'est là quelque chose qui appartient pleinement au Moyen-Âge, non, ça appartient surtout au beau XVIe siècle de François Ier. Mais n'oublions pas non plus la carrière du grand Joseph Pujol, appelé le grand pétomane, bien connu à cause de la biographie que lui a consacrée François Karadec. Ces spectacles s'adressaient à la bonne bourgeoisie parisienne. De bonnes bourgeoises se pâmaient de rire. Et c'était entre 1890 et 1894. Et selon une légende pieuse, mais même les légendes pieuses restent toujours à vérifier, il aurait reçu des gages supérieurs à celles de Sarah Bernard. Ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est la Belle Époque, même si Proust n'en parle pas. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant la question des projections sur le Moyen-Âge, qui fut en fait le XVIe siècle, mais surtout le moment où le texte commence à perdre son importance, où le texte n'est plus là que pour diriger le spectacle, et pas pour être entendu, pas pour en constituer l'essence. Je pense là notamment aux recherches menées par mon collègue américain Max Harris sur les fiestas en Amérique latine, de grands combats de morts et chrétiens, mais aussi de spectacles hagiographiques sur Saint-Michel, par exemple, où finalement le texte ne sera entendu par personne. Le texte, finalement, n'y est qu'un scénario pour les acteurs, qui ont besoin d'un appui textuel pour les guider dans le déroulement d'action. Mais avec un public de 8000 personnes, avec 1500 personnages au moment où l'armée chrétienne descend en forme de croix de la montagne, etc., sans micro. Naturellement, personne n'entend rien, mais ce n'est pas grave. Le texte est là pour les acteurs, pour que les acteurs sachent que faire. Et je me suis souvent posé la question, et s'il en était de même pour les mystères français, si on regarde les témoignages qu'on a sur le public des mystères français, le nombre de personnes qui ont dû assister à ces spectacles, et même si l'homme du Moyen-Âge avait peut-être une voix un peu plus forte que de nos jours, il n'y avait pas de micro, que pouvait-on entendre? Et en fait, était-ce vraiment important d'entendre le texte ou s'agit-il d'autre chose? On peut encore songer à la farce des trois coquins, la farce des trois coquins qui se termine d'ailleurs également par une poursuite dans les rues de Paris,
où il y a un problème de réalisation. Également jugé comme fade, insignifiant, où il n'y a pas d'action. En fait, c'est plus intelligent. Mais il faut savoir comment la réaliser. Dans la pièce, il s'agit d'un pouilleux, d'un teigneux et d'un morveux. L'un des personnages propose une gageure. On est à la taverne, et celui qui, le premier, va se gratter, s'épouiller ou se moucher, devra payer les consommations. Bon. On attend donc. On attend donc. Là, c'est déjà bien. Là, c'est déjà bien. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans des reconstructions de spectacles anciens, le jeu sur le silence. Il faut temporiser. Ça fonctionne toujours. Et puis, à un certain moment, les compères se mettent à se raconter des histoires. Ils vont raconter des histoires, mais ils vont raconter des histoires où ils ont besoin de faire des gestes, où ils ont besoin de faire des gestes comme se gratter, se bouger, s'épouiller, etc., etc. Pour que donc l'action, en quelque sorte enfanter la parole, ne rentre pas dans l'action tout à fait dite. Et on doit d'ailleurs à Alan Knight une telle lecture de cette farce, et là encore, je dirais, pour ce qui est de l'opposition entre la pure spéculation et entre le positivisme radical, tout le monde, au moment de lire l'analyse d'Alan Knight, s'est dit « Mais c'est ça, naturellement, on a été bête de ne pas le voir ». En même temps, de preuves positives, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Second exemple tiré de ce répertoire des farces, celui de Mahuet qui va au marché. Cette farce nous présente la particularité, et là c'est unique, d'avoir été conservée en deux versions, dont l'action est identique, mais dont le texte est totalement différent. Donc c'est la même farce sur le plan de l'action, sur le plan du texte, il n'y a rien qui se ressemble. Ça c'est curieux. C'est très 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 curieux même. Bernard Fèvre a suggéré un jour que la seconde version est due sans doute à un acteur qui avait joué dans la première pièce et qui, ayant perdu le texte, a essayé de reconstruire le texte. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois que tout acteur qui a joué dans une pièce va toujours, ne serait-ce par cryptomnèse, reproduire des parties des octosyllabes du texte qu'il connaît. Mon premier rôle, c'était la souricière d'Agatha Christie. Eh bien, je suis toujours capable de reproduire des bribes de texte, etc. Donc, pour produire un texte qui ne ressemble vraiment en rien au premier texte, il faut se dire, ça doit être quelqu'un qui a vu la pièce, qui a totalement compris l'action et qui a tenté de réécrire un autre texte qui colle tout aussi bien sur l'action. On a donc deux textes pour une action identique. L'essence de la pièce, en fait, ce n'est pas le texte, ce sont les accessoires. Et pensons là à Michel Rousse qui a dit un jour que la farce, c'est un théâtre de l'accessoire. Quels sont les accessoires les plus importants? Eh bien, des œufs et un pot de crème que le brave Mahuet va vendre au marché. C'est là l'intrigue, sans détail. Ce qu'aucun érudit n'a voulu voir jusqu'ici, c'est que des œufs sur la scène, eh oui, c'est fragile, hein, ça peut se casser. Donc ça demande déjà un jeu entre le public et l'action, le public qui attend à quel moment va-t-on jeter des œufs, à un moment où va-t-il tomber, va-t-il... Rien de tout ça. Les œufs vont survivre. Par contre, le pot de crème ne va pas survivre. Le pot de crème va être cassé. Ça aussi, c'est curieux. J'aime bien ça. C'est-à-dire que Mahuet, à un certain moment, pour se reposer un peu, il n'arrive pas à faire son marché de manière conséquente, décide de manger un peu et il trempe un morceau de pain dans le pot de crème.
Et puis sa main reste coincée dans le pot de crème. Et il n'arrive plus à sortir sa main du pot de crème. Et puis il reste pendant plus de 200, je crois que c'est même 250 vers, il reste sur scène, l'action se poursuit, il y a autre chose, etc. Mais le brave Mahut est toujours là avec sa main dans le pot de crème. C'est effectif, ça. Et en même temps, pour le public, l'attention se dirige non pas sur l'action proprement dite, mais on attend, mais qu'est-ce qu'il va. Quand quelqu'un lui explique que finalement c'est très simple, pour résoudre des problèmes pratiques comme ça, il faut tout simplement prendre le premier venu et lui casser le pot de crème sur la tête, le tout se résout, seulement le type qui lui a donné ce conseil oublie que lui-même sera le premier à faire la rencontre, donc il aura le pot de crème sur la tête. La morale pourrait être donc, non pas il s'agit ici de la bêtise d'un provincial à Paris, la morale pourrait être ne casse pas ce qui se casse facilement, puisque ce sont les œufs qui vont survivre, et tout le jeu acrobatique pour que les œufs ne se cassent pas, alors que le pot de crème casse, et personne ne l'a jamais vu. Et c'est là donc encore une instance où on se rend compte que l'action est ailleurs. Je pense ici aussi à la farce de Tarabin, Taraba et Tribou-Minage, où ce dernier, le valet, doit accumuler sur la scène tout le mobilier du ménage. C'est-à-dire qu'on va lui dire apporte ça, apporte ça, apporte ça, apporte ça. Donc il y a un tas d'accessoires qui va s'accumuler sur la scène, une invasion un peu dans le genre des chaises de Ionesco, et finalement, le texte, apporte-moi ça, apporte-moi ça, apporte-moi ça, c'est extrêmement utile pour les acteurs, mais ce n'est pas nécessaire pour les spectateurs qui voient arriver ça, qui auront la joie de voir se construire tout ce bordel immense. Il y a d'ailleurs une autre farce où le même procédé se reproduit et où, à la fin de la farce, on y met le feu. Dans son analyse des farces, Bernard Fèvre a fait valoir que cette action devrait être d'une réalisation extrêmement difficile. Un jour, je lui ai dit, mais écoute, il y a tout ça sur scène, il suffit d'y mettre le feu. C'est pas difficile à réaliser, c'est très facile même. Même vous pourriez faire ça, sans aucun problème, pas besoin d'explosion. C'est un procédé coûteux. Naturellement. Mais là, on voit encore comment un critique moderne comme Bernard Fèvre pense tout de suite, mais comment un metteur en scène moderne pourrait-il réaliser ça sans avoir à racheter tout le bordel pour chaque représentation? Alors qu'au Moyen-Âge, autre chose jouait, et surtout quand on regarde un peu dans la littérature anthropologique, mais quand on regarde également sur des études sur la culture citadine en Italie au XVe siècle, on se rend compte que de telles destructions rituelles de biens étaient tout à fait monnaie courante. C'est-à-dire que le seigneur qui peut se dire « je peux me le permettre ». Et on a même une occurrence d'une pièce de théâtre en Italie, je crois que c'était à la cour d'Este, où, avec une somptuosité énorme, taffetas, soie, velours, dorure, etc., etc. Et à la fin, on a rassemblé tous les costumes sur la scène. On y a mis le feu pour garantir aux spectateurs que le spectacle auquel ils venaient d'assister était radicalement unique et ne se reproduirait plus jamais. Ça aussi, c'est du théâtre. Et c'est drôlement effectif, d'une certaine manière. Il y a aussi la sotie des menus propos, qui en fait est une espèce de slam, oui, textuel, mais aussi extrêmement agonistique. Là, on se dit, mais il n'y a que la parole, il n'y a que la parole, c'est uniquement la parole. Oui. Mais ce texte est à replacer dans un vif débat poétique qui secoua la bonne ville de Dieppe vers la fin du XVe siècle. Que s'est-il passé? Eh bien, l'un des concurrents pour le Grand Prix au Puy de Dieppe, où on produit donc des chants royaux à l'honneur de Notre-Dame, a vu qu'un autre
a eu le prix et lui, il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Mécontent de ça, il s'est lancé dans un débat poétique. Il y a tout un échange de poèmes sur des vices de style, sur ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et à la suite de cette affaire, des personnes, mais on ne sait pas qui, ont essayé de faire une pièce où on va accumuler le plus grand nombre pensable de vices de style selon les normes du Puy de Dieppe et des Champs Royaux Mariaux. Il s'agit sans doute là d'une sorte d'improvisation où il fallait faire au plus mal que possible selon les normes poétiques du temps. Et là, surtout, c'est l'accumulation qui saisit le public. Alors, il y en a. Et ça commence de manière facile. Oh, encore. Ah, ça alors. Ah oui. Et là, il n'y a pas d'autre action que l'agonistique générale entre les acteurs, et c'est le texte qui prime. On fait des barbarismes. C'est donc une sotie qui, tout comme le jeu de la feuillée, est à considérer uniquement pour la finalité extérieure, en quelque sorte, c'est-à-dire sa place dans le débat, et non pas comme pièce isolée, puisque comme pièce isolée, ça ne fonctionne pas. Même si on l'a réimprimé à plusieurs reprises, même s'il y a eu des critiques au XXe siècle qui ont voulu voir dans les menus propos le modèle même de la sotie française, alors qu'il s'agit finalement de Dieppe, fin 15e, dans le cadre du Puy de Dieppe. Et ça n'a pas d'effectivité en dehors. En cela, et j'en suis pleinement conscient, je mets en cause la base même d'un savoir qui s'est constitué pendant les 2 derniers siècles. La philologie, cette belle philologie qui nous a tant donné, cette philologie qui, issue du système universitaire allemand, entendait faire de l'histoire littéraire une discipline rigoureusement scientifique, point du bellétrisme, un savoir positif, un savoir documenté. Eh bien, ces adieux à la philologie me sont difficiles. C'est un peu comme Dostoïevski et Nietzsche et Camus l'ont bien montré, c'est-à-dire qu'au moment où on abandonne la morale chrétienne, où est la base d'une séparation entre le bien et le mal? Et un abandon de la méthode philologique veut dire également, mais qu'est-ce qui est permis alors? Qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui ne peut plus se faire? Il n'y a plus d'ancrage, peut-être le bon sens, oui, mais le bon sens, c'est ce qu'ont les paysans. C'était mon grand-père qui avait du bon sens, moi j'en ai pas, de toute façon. En même temps, il est facile de dire que pour des textes de théâtre, la philologie stricte ne nous apporte rien. Mais je crains l'abandon d'une telle méthode strictement historisante. Naturellement, la philologie est un savoir de texte. Elle n'est pas un savoir de performance, elle n'a jamais prétendu l'être. C'est pour ça que je me présente devant vous aujourd'hui un peu les mains vides. Bien sûr, je reconnais le savoir-faire, je reconnais la connaissance des comédiens modernes. Naturellement, je suis partisan d'une approche plutôt intuitive de cette histoire, de ce théâtre historique. Je considère bien évidemment la méthode mise au point pour éditer la chanson de Roland ou des textes narratifs du XIIIe siècle comme inadéquat pour rendre compte de textes dramatiques du XVe siècle. Il faudrait faire autrement. Mais comment alors? Où finalement voulons-nous en arriver avec ces contradictions, bien qu'elles soient nouvelles, qui ont pour elles également une certaine logique implacable? Comme nous nous trouvons, comme certains d'entre nous nous trouvons à la veille d'un atelier recherche-création,
où allons-nous justement quand on veut mettre à l'épreuve certaines de ces questions dans une situation de laboratoire? Une situation de laboratoire où avant tout un petit rappel de ces grandes lignes est utile pour savoir ce qu'on va faire demain. Si j'ai jusqu'ici bien fait mon travail, j'ai réussi à vous montrer comment et pourquoi il faut approcher ces textes de théâtre d'une autre manière. On en a vu des exemples où, en toute logique, l'approche purement textuelle ne réussit pas, où il faut autre chose. L'approche purement textuelle étant incapable de rendre compte de ce qui a pu se passer sur la scène, de ce qu'a pu voir un public de l'époque. Mais il y a bien des spectres qui planent sur tout ça. Autant les nommer. Il y a le spectre des universaux. L'idée selon laquelle les façons de faire du théâtre peuvent se réduire à un certain nombre d'archétypes et où toute représentation serait en quelque sorte une réactualisation de ces modèles archétypaux. C'est un peu l'option des théories générales du théâtre. Mais quand on parle de pièces médiévales et qu'on s'occupe également de théories dites générales du théâtre, il y a des problèmes insurmontables qui surgissent. C'est-à-dire que la théorie dite générale va très bien pour beaucoup de productions théâtrales, mais surtout pas pour le théâtre du Moyen-Âge, ni pour certains théâtres d'ailleurs de l'Afrique et de l'Asie. Cette théorie dite générale va comme un gant au théâtre d'Euripide, de Sénèque, de Shakespeare, de Molière et de Pirandello, mais pour le jeu de la feuillée, ben non, rien y trouver. À côté de ça, il y a le spectre de l'anachronisme. Les praticiens du théâtre peuvent bien, confrontés à un texte du Moyen-Âge, proposer des solutions pratiques et acceptables pour une pratique moderne qui n'est plus celle du Moyen-Âge. Mais ils ne sont pas formés pour ça. C'est-à-dire que ce qu'on leur a appris à propos du théâtre du Moyen-Âge à l'école de théâtre, ce sont des connaissances de 5e ou de 6e main, surtout issues pour la plus grande partie des grandes histoires du théâtre du Moyen-Âge du XIXe siècle, et n'ont rien à voir avec le savoir actuel, avec ce qu'a proposé, ce que peut proposer la recherche moderne sur ce théâtre. Et là, il y a donc tout simplement un problème de synchronie entre les praticiens et les philologues ou les universitaires, d'une certaine manière. Ils ont toujours appris que Patelin constitue le chef-d'œuvre absolu de la farce française, alors que c'est la farce la moins typique de tout le répertoire. Alors, après ça, comment commencer à travailler sur la farce française avec toujours cette référence, cette présupposition qui, dès les formations, a déjà gâté les choses pour les futurs acteurs de ces théâtres du Moyen-Âge. Il y a aussi anachronisme, d'ailleurs, je l'ai dit déjà, quand on prend des documents iconographiques flamands du XVIe siècle pour des documents qui puissent nous informer sur la pratique de la farce à Paris au XVe siècle. Et ce n'est pas ça, de toute façon. Il y a aussi le spectre de l'historicité. Un peu du type « on veut bien accepter le Moyen-Âge à condition qu'il se comporte véritablement comme un Moyen-Âge ». Il ne faut pas trop se démarquer comme ça. Comme un objet historique déconnecté, par conséquent, de toute recherche anthropologique, de tout ce qu'on peut savoir également sur des théâtres, je dirais, moins institutionnalisés que la Comédie Française, l'Hôtel de Bourgogne, le Théâtre de la Gaîté, et j'en passe. Il faut qu'il se comporte comme un Moyen-Âge ignorant encore les trois unités, tout en les respectant d'ailleurs. Il y a un grand nombre de pièces du Moyen-Âge qui respectent
l'unité de temps ou l'unité de temps et de lieu, etc. Alors qu'ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas savoir. Et là, c'est la querelle des universaux qui repointe son nez, puisque apparemment, ou peut-être, tout praticien du théâtre en vient un jour à inventer l'unité de temps, simplement puisque c'est une façon extrêmement pratique de faire passer une action sur la scène. Je ne sais pas, mais le fait qu'on puisse, au Moyen-Âge, dans l'ignorance totale de la politique d'Aristote, réinventer ça, est tout de même assez suggestif. Tant qu'on considère toujours ce théâtre du Moyen-Âge, notamment cette farce, à des spectacles joués sur, oui, ce qu'on appelle en français des tréteaux de farce, c'est-à-dire que ces trucs flamands du XVIe, avec un rideau de fond derrière, attendant justement, n'attendant plus que l'arrivée finalement, la libération, c'était le théâtre des Italiens au XVIe siècle. Tant qu'on considère l'histoire théâtrale de cette manière, on n'arrivera nulle part. D'ailleurs, c'est la farce française qui a créé, qui a informé même le théâtre des Italiens. Tant qu'on continue à croire que la farce est un genre populaire joué sur la place du marché, eh bien non, détrompez-vous, la farce a été créée à la cour royale d'abord, à la cour de Bourgogne ensuite, à la cour de René d'Anjou par la suite, à la cour de Lorraine, à la cour de Savoie, partout. Et les premiers témoignages d'un théâtre de la rue, ou d'un théâtre d'étudiants, ou d'artisans qui se mettent à faire des farces, sont bien plus tardifs. La farce n'est pas réaliste du tout. La farce n'est pas réaliste du tout. C'est un peu comme de voir le film muet des années 20 du XXe siècle comme une représentation d'une réalité. Ben non, ben non. C'est comique, il y a des lois qui régissent cette façon de présenter les choses. Quand on regarde d'ailleurs bien les contes municipaux, les contes royaux, les contes des hôtels des princes, on se rend compte que les costumes des farces étaient vraiment splendides. Que du taffetas, de la soie, du velours, etc. Pas de costumes réalistes, mais jolis costumes, grande richesse. Et d'ailleurs, dans les hôtels des cardinaux, on jouait aussi des farces, même des farces anticléricales. Et le monarque qui a le plus, j'ai fait le calcul, le monarque qui a dépensé le plus en spectacle de farce du XIVe au XVIe siècle, c'était bien Henri IV. La dépense de Henri IV pour des farces était énorme. Et n'oublions pas non plus que, par exemple, Jeanne de France, la pauvre Jeanne de France, après le divorce avec Louis XII, que fait-elle seule dans son château? Elle invite des joueurs de farce. Mais c'est tout de même une réalité assez différente. Et finalement, pour ne pas vous ennuyer plus longtemps, il y a le spectre de l'université. De l'université comme institution, comme lieu du savoir, comme endroit qui monopolise les connaissances. Pour le sujet que j'ai voulu traiter avec vous aujourd'hui, force nous est de constater que l'institution universitaire ne s'y est pas toujours montrée sous son meilleur aspect, voire sous son aspect sclérosé que regrettait déjà Rabelais. Et je suis un universitaire venu vous dire ça à une université. Il s'agit d'un certain savoir circulaire aggravé par des thèmes de l'agrégation et par la production de dizaines d'introductions au théâtre médiéval pour les étudiants qui contiennent toutes, plus ou moins, les mêmes informations et qui contiennent toutes les mêmes informations que les vieilles histoires du théâtre du XIXe et du XXe siècle.
De là donc que l'appel d'aujourd'hui ne part pas du constat que il y a un certain renouveau nécessaire au sein même de l'institution universitaire. Et de là donc un constat que je fais aujourd'hui, je l'appelle aujourd'hui, ça ne part pas du constat que depuis toujours, je me suis fait une certaine idée du théâtre médiéval inspiré par le sentiment aussi bien que par la raison, mais surtout le sentiment que j'arrive de moins en moins à comprendre. J'arrive de moins en moins à comprendre l'objet précis de mes propres recherches. Et même si c'est parfois extrêmement salutaire, il faut que je vous dise de première main, c'est pas très pratique d'une certaine manière. Cela étant dit, merci de votre patiente écoute et d'être venu pour m'entendre dire cela. Et demain, donc, on va essayer aussi de faire cela. Merci. Merci beaucoup, cher Yelle. Donc, comme annoncé, tu viens de saper, mais tu l'avais dit toi-même, ce qui est la base de nos études et comment faire autrement, ces textes que nous lisons, que nous évitons parfois et qui, plus on les approche, et je suis d'accord avec toi, et c'est évidemment sous ton influence que nous avons aussi ce sentiment pour beaucoup d'entre nous, plus on approche ce texte théâtral, moins on sait de quoi on parle. Et non seulement dans son sens sémantique, hein, mais aussi dans ce qui faisait théâtre, ou comment refaire, ou bon, ce qui faisait théâtre dans ces textes-là, c'est ce qui est souvent, tu l'as dit, à l'extérieur de ces textes, mais ce qui est plus troublant, c'est que tu nous as aussi montré que parfois le texte fait théâtre. Donc on ne peut pas dire, et ça je trouve que c'est très salutaire, à l'époque, au Moyen-Âge, au fond le théâtre était sans texte, où les textes que nous avons ne sont rien qu'un extérieur, et l'autre théâtre, eh bien, c'est ce qui a disparu. Tu nous as aussi montré que parfois c'est le texte même qui est théâtre, et qu'on ne peut donc pas modéliser ce primitivisme qui aurait été celui du Moyen-Âge, où il n'y avait pas de texte, où ce qu'on a, c'est rien, c'est ce qui est à côté du vrai théâtre, eh bien non. Et donc ça, je pense que c'est... On te remercie beaucoup pour avoir complexifié cette base de nos études, hein, ce que c'est que le texte, dans lequel on peut trouver l'archive peut-être, mais cachée, parce qu'elle n'est pas dans la didascalie, de ce qui a été la performance et le jeu, mais pas toujours. Et comment on fait à ce moment-là, aujourd'hui, si on veut faire revivre, si on veut tout ça, mais sans forcément tomber ni dans la reconstitution, sur lequel on ne sait pas grand-chose, de toute façon, ni dans un anachronisme qui ferait qu'on on joue en 2018, autrement évidemment, et avec d'autres codes de jeu, et avec d'autres compréhensions, ces textes anciens. Donc tout ça, ça fait beaucoup de questions, je pense qu'on va essayer d'expérimenter aussi demain, avec les limites. C'est l'idée aussi, c'est d'expérimenter ces limites. Et je vais maintenant proposer à la salle de prendre la parole et de poser quelques questions. Oui, tout à fait. Juste un commentaire surtout à l'attention des doctorants, parce que lorsque j'ai rencontré Yelle pour la première fois, je suis sorti de notre entretien totalement désespéré, et je ne crois pas le lui avoir dit, et prêt à tout abandonner, car il avait passé 1 heure à m'expliquer que, comme tu le disais tout à l'heure, mon sujet n'existait pas, donc c'était le théâtre des collèges, donc il m'a expliqué que, bon bref, rien ne fonctionnait, et ça a duré quelques temps, hein, jusqu'à ce qu'en réalité je passe 4 mois à Amsterdam avec Yelle, et à partir de ces déconstructions systématiques, je tente de reconstruire quelque chose, mais d'une autre façon. Et je remercie encore Yelle pour sa conférence là, parce qu'il nous rappelle à quel point sa manière de penser et de faire est précieuse, et c'est grâce à lui que j'ai compris ce que c'était que vraiment la recherche, qui n'est pas toujours très confortable de fait, et c'est aussi un grand sentiment de liberté quand on entend Yelle en se disant il y a tout à faire. Et merci encore pour ce bel exposé. Des questions ?
Ah ben Mathieu, tu as dit la liberté, ça c'est important. Surtout, non, surtout pour les doctorants, mais pour tous ceux qui travaillent dans le système universitaire. Finalement, on a une certaine liberté. Il faut savoir la prendre. Au lieu de vouloir à tout prix se plier à ce qu'on croit être le code de l'institution. Puisque sinon, rien ne va jamais changer. Moi, je veux bien. Je ne sais pas si c'est une question, c'est plutôt un commentaire, parce que les questions sur lesquelles je travaille aujourd'hui ne concernent pas à proprement parler le Moyen-Âge, mais il me semble, enfin je suis de plus en plus convaincue qu'en fait le Moyen-Âge n'est qu'un cas extrême qui concerne y compris la pièce de théâtre qui a eu lieu hier soir et que nous n'avons pas vue. Et la métaphore sur laquelle je travaille en ce moment, c'est celle de l'archéologie, c'est-à-dire à partir de quels vestiges, humblement, on essaye de presque fantasmer une certaine image la plus rigoureuse possible. Et je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur à la fois les limites de la philologie et en même temps ce qu'on doit lui rendre, parce que moi je suis une génération qui a été formée non pas en France par ce qu'on appelle la 9e section, qui est la littérature, mais j'appartiens à la 18e section, qui produit une autre histoire du théâtre, mais qui a aussi ses travers. Et Bernard Fèvre incarne aussi une certaine génération des arts du spectacle et des études théâtrales qui se sont constituées justement en réaction à la philologie, mais qui ont généré d'autres travers aussi, qui sont effectivement des certains archétypes à certains moments. Et du coup, moi, je ne sais pas si c'est un commentaire ou si c'est une question, mais il me semble qu'en tant qu'historien du théâtre, il y a toujours un moment où on est militant de quelque chose. Et donc peut-être c'est une double question. De quoi les philologues étaient-ils les militants aussi, qui les a à certains moments peut-être aveuglés, mais qui leur a permis aussi de produire, enfin je sais pas, de mettre à jour un certain nombre de choses. Et est-ce que vous, on a bien entendu, cette dimension-là militante, comme vous dites, qui est très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'université aux Pays-Bas, est-ce que vous êtes entendu quand même? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'ici, en tout cas, on défend cette histoire, qu'il faut faire une histoire matérielle des spectacles, qu'on recrute des gens qui ne travaillent pas que sur la philologie. Donc, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la cause que vous défendez commence à quand même être entendue par l'institution? Moi, j'ai le sentiment qu'en France, ça commence quand même à être le cas, mais voilà, on est très cartésien, donc on privilégie chez nous l'âme plutôt que le corps, et ça nous fait faire des distinctions. Mais voilà, donc peut-être un état, est-ce que vous commencez à mesurer les effets de la parole que vous portez? Je ne sais pas si c'est une question. Oui, sur ces deux éléments, je peux bien dire quelque chose, mais rien de très définitif. Les philologues qui se sont occupés du théâtre, oui, c'était des militants d'une certaine manière. C'était des militants également dans un certain discours. Pour l'histoire du théâtre français du Moyen-Âge, l'importance d'Adam de la Halle au XIIIe siècle est si énorme, puisque Adam de la Halle se place dans un discours révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on peut commencer à parler de théâtre français au moment où finalement on s'est débarrassé de l'Église. De là également un grand problème avec l'étude des mystères en France. C'est-à-dire que ça appartient à quelque chose qu'on n'aime pas. Surtout depuis la séparation de l'Église et de l'État, ce sont des vieilleries, c'est la bigoterie, Alors qu'en Angleterre, par exemple, la première mise en scène d'une pièce de théâtre du Moyen-Âge représentant le sacré, en Angleterre, en 1959, The Castle of Perseverance, était saluée comme expérimentale et radicalement moderne. Pourquoi, depuis le XVIe siècle, la représentation du sacré sur la scène en Angleterre était défendue.
tant et si bien que même Nabucco de Verdi n'a pas pu avoir sa première à Londres, puisque c'était une histoire biblique. Finalement, là, on a inventé un stratagème, on a rebaptisé Nabucco Nino, roi de je ne sais plus quelque chose, et là, c'était plus grave. C'était plus grave. Alors qu'en France, il y a toujours dans cette reconstruction de spectacle du Moyen-Âge, il y a quelque chose de... Oui, ça sent la croix, d'une certaine manière. Et à juste titre, d'ailleurs, puisque quand on considère le grand pionnier des mises en scène du théâtre religieux au XXe siècle, c'était bien Gustave Cohen. Et à relire l'histoire de ces expériences, on se rend compte qu'un grand nombre de comédiens se sont convertis pendant les répétitions. Donc peut-être les républicains n'avaient pas totalement tort. Ce côté révolutionnaire est important. Également important, c'est... Enfin, il y a également un certain nationalisme. C'est-à-dire que depuis le XVIe siècle, on a aussi voulu contrer l'influence italienne et on s'est dit, la farce, c'est tout de même la tradition indigène. Et on voit même comment Jacques Amiot, dans ses traductions de Plutarque, par exemple, mais également Nicole Orem, dans sa traduction de l'éthique d'Aristote, et Raoul de Presles, dans sa traduction de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, essaient de rétro-placer la farce dans l'Antiquité. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les épiceries du Moyen-Âge, comme dirait Du Bellay, ou comme dirait Sébillet dans son art poétique, mais c'est également quelque chose qui est bien de chez nous et qui repose sur un savoir des Grecs et des Romains. Voilà. Il y a même encore une estampe à la Bibliothèque nationale de France avec la légende « La farce des Grecs descendus ». Ça vient des Grecs. Donc, il y a un mouvement assez double en tout ça, qui continue d'ailleurs. On pardonne à Molière ces éléments farcesques, et en même temps, bien sûr, Labiche, Feydeau sont nourris à cette école-là, certainement. Mais Feydeau, on ne fait guère de Feydeau à l'université. Labiche à l'agrégation. Ça, je ne sais pas. C'était quand la dernière fois? C'est pas impossible qu'on puisse mettre, à mon avis, Labiche à l'agrégation plus que Feydeau, à mon avis. Et puis il y a la question des possibilités. Eh bien, j'ai l'impression d'une certaine manière que les Pays-Bas et la France ne diffèrent pas tant que ça, à des moments où je vois par exemple comment Christian Biette monte un grand projet sur la comptabilité de la comédie française, au moment même où à Amsterdam, ignorant totalement ce qu'est en train de faire Christian, on monte un grand projet sur la comptabilité du théâtre d'Amsterdam. Les deux réclament d'ailleurs avoir la série la plus complète de la comptabilité connue dans le monde entier, ce qui est également hautement comique. Et les deux, ce qui est plus intéressant encore, ont conçu un projet où tout le monde dirait que soit c'est l'un qui copie l'autre, soit c'est l'autre qui copie l'un, alors qu'en fait, il n'en est rien. En même temps, le théâtre reste marginal dans l'étude de la littérature. En même temps, l'étude du théâtre médiéval reste marginale dans le monde des études théâtrales. Et parfois, il y a de bonnes raisons à cela. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, tout à coup, on a découvert le public dans les départements d'histoire du théâtre aux Pays-Bas. Et tout le monde voulait faire des recherches sur les réactions du public, alors que là, pour le théâtre du Moyen-Âge, on monte des projets, et puis, et vous, du côté du Moyen-Âge, est-ce que vous... Non, j'ai rien à apporter. J'ai rien à apporter, tout simplement. On n'a rien. C'est-à-dire que il y a quelques témoignages de personnes qui disent que le public était ému jusqu'aux larmes et que c'était très bien puisque la fille du maire était capable de retenir tous les vers qu'elle devait dire.
Bon, ben, ça n'aide à rien. Donc le grand problème, et là on retombe sur le problème de la théorie dite générale du théâtre, c'est-à-dire que les urgences, les sujets importants auxquels on aurait pu apporter quelque chose du côté du théâtre médiéval sont souvent conçus en termes qui excluent a priori l'étude d'un tel théâtre. Ben, c'est triste, mais je n'y peux rien. Et si je peux rebondir, puisque là, on va demain passer à la question de la pratique, et est-ce qu'on peut justement faire une pratique exploratoire? Moi, ça m'a toujours frappé quand je discute avec des gens qui font de la pratique exploratoire sur d'autres périodes du théâtre, donc XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pas seulement du théâtre d'ailleurs, mais des arts du spectacle, la danse, etc. Du fait qu'ils s'appuient sur des textes théoriques. C'est-à-dire qu'à cette époque, on a effectivement une publication de textes théoriques. Alors, soit ce sont des traités d'éducation ou des traités pour l'acteur, etc. Mais qui sont quand même plutôt des textes théoriques. Enfin, plutôt du côté de la théorie que de la pratique, même si bien sûr il y a une pratique. Et c'est à partir de ça que nos collègues vont mettre en pratique les pas de la danse, etc. Et moi, je suis fascinée par ce qu'ils font. Et en même temps, je suis très démunie, donc c'est exactement ce que tu dis, parce que nous, on a l'impression qu'on pourrait apporter plein de choses, y compris une archéologie, pour le coup, d'un certain nombre de pratiques théâtrales, mais la période qu'on étudie, le théâtre est une pratique. Et il ne se théorise pas. Donc on a des textes qui laissent entrevoir ou pas, etc., des choses, mais c'est très difficile pour nous de rentrer dans ce processus de reconstitution. Et donc, à la fois, c'est une frustration, et en même temps, c'est aussi un regard, alors peut-être pas un regard critique, mais sur ce qui peut se faire chez les baroqueux, par exemple, ou autres, où la théorie qu'ils prennent pour base devient parfois un cadre où on se dit, mais ça n'a pas pu marcher comme ça en vrai pour tout. Moi, personnellement, je ne peux pas croire que Molière et des acteurs qui ont joué Racine prononçaient tout uniment à la manière d'Eugène Green dans ses films. Ah, pour moi, je ne peux pas le croire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit très bien aussi que pour d'autres périodes qui sont plus fortunées, peut-être que celles que nous travaillons, parce qu'il y a des textes théoriques, ces textes théoriques-là posent problème aussi dans l'acte de reconstitution, mais sont rarement questionnés comme des textes problématiques. On se dit, bah, c'était comme ça, puisqu'on nous le dit. Et puis l'époque nous le dit. Or, nous, l'époque ne nous dit rien. On est embêtés. Mais d'un autre côté, il y a cette liberté, quelque part, ou cette imagination qu'on doit du coup solliciter. Enfin, je ne sais pas, c'est juste un... Je vais ajouter que l'année dernière, j'ai reçu Bénédicte Louvois-Molosé, qui avait été une des chevalières ouvrières de la mise en scène de l'école des femmes historiquement informée. Et son propos était précisément de se dire qu'elle se démarquait de l'attitude que tu décrivais de l'école Eugène Green, parce qu'elle, précisément, leur réflexion, c'était d'interroger aussi les textes. Donc c'est pour prendre la défense des collègues qui travaillent sur le XVIIe aussi, sur le baroque. Il y a des choses qui sont en train de se faire et qui précisément se posent, je crois, les bonnes questions. Enfin, ils se posent des bonnes questions. Précisément la question que tu poses, c'est-à-dire voilà, ces textes théoriques dont on a fait le point de départ de la réflexion sur le jeu de l'époque baroque est en fait très largement interrogé en ce moment. Et il faudrait qu'elle vienne aussi le 28, parce qu'il y a vraiment des convergences dans les approches. Et d'une certaine façon, leur malheur à eux, c'est d'avoir des textes théoriques, parce qu'il faut qu'ils les interrogent, et ils l'ont compris, et ils le font très bien. Et j'ai l'impression que ça porte des fruits, et on est en train, semble-t-il, de dépasser Eugène Green. Enfin, c'est-à-dire de revenir assez largement sur ce qu'a pu... Oui, et le grand avantage, naturellement, du théâtre... par rapport à, disons, la restauration ou la conservation d'œuvres d'art, c'est-à-dire que le produit est éphémère. Donc on peut faire des choses. Il y a un musicologue aux Pays-Bas qui croit avoir découvert, dans un traité théorique d'ailleurs, une indication qui tendrait à montrer que nous jouons Jean-Sébastien Bach 2 fois trop vite. Eh bien, on peut essayer de faire ça. On prend les concertos brandebourgeois, on les joue selon un rythme lent,
Et après une journée, ben, il y a des gens qui retiennent comme moi, il y a d'autres qui oublient, etc. Mais il ne se passe rien de grave. Ce n'est pas comme la restauration de Notre-Dame de Paris par Viollet-le-Duc. Non, mais c'est là l'avantage de la musique, de la danse, des arts du spectacle en général. On peut se casser la gueule, c'est pas grave. On peut voir si ça marche, on peut se fourvoyer, on peut commettre des bévues, des erreurs, etc. C'est pas grave du tout. Malgré tout, il y a quand même un impératif économique qui parfois contraint les créateurs aujourd'hui à rester dans les clous. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est ce que tu dis pour Notre-Dame de Paris, oui, évidemment, mais même en matière de création artistique, théâtrale, je veux dire, des arts vivants, il peut y avoir aussi une censure liée au fait que le spectacle ne marchera pas si on va contre... Pour Bach, par exemple, peut-être qu'on s'est dit que les spectateurs n'étaient pas prêts à l'entendre comme ça, et que personne n'a jamais enregistré ça de cette façon, parce que précisément, ce serait inaudible, enfin croit-on. Donc ça peut exister, j'imagine. Oui, effectivement. Parce que nous, en tant que chercheurs, c'est vrai qu'on a cette ouverture, mais dans la mesure où on veut créer un spectacle, il y a des questions simples. Enfin, par exemple, je travaille sur des textes latins. Moi, j'adorerais les mettre en scène en latin. Je l'ai fait, mais dans le milieu universitaire. Mais je sais très bien qu'il va falloir du temps, mais ça va venir, hein, parce que je vois aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas jouer en latin sur les scènes d'aujourd'hui. Mais je pense que j'aurais du mal à... Oui, mais le japonais, c'est exotique. Enfin, alors que le latin, ça y a encore une image difficile que tu as vécue. Mais il y a également le problème des présuppositions. C'est-à-dire que si on prend l'exemple, par exemple, le chant grégorien, nous savons qu'il s'agit, de toutes les sources, nous savons qu'il s'agit d'un chant extrêmement rythmé, considéré par les sources de l'époque comme des chansons de danse, des scandales, chansons de danse profanes à l'église, etc. Il y a même une notation dynamique. Seulement, on ne sait pas ce que ça veut dire, ces astérisques, ces V, ces S, etc. sur les mêmes. Tant et si bien qu'on continue à chanter ce chant grégorien comme s'il n'y avait pas de rythme. Et d'une certaine manière, le monde moderne adore ça. Les moines de Pienser de Solesmes et cette musique méditative, etc., une sorte de sagesse des moines, etc. Alors que c'était tout le contraire. Pendant les cours que j'ai suivis de musicologie à l'université de Leyde à l'époque, on a même tenté expérimentalement de procéder à un chant rythmé, vraiment du genre. Et si le petit V veut dire vélocitaire, que signifierait encore le S? C'est peut-être cylindre, etc., etc. Et puis c'était une reconstruction totalement farfelue, qui ne reposait sur rien, mais qui arrive tout de même à nous donner une certaine idée de ce que ça a pu être. Un peu tout comme à Poitiers, où il y a pour les églises romanes, il y a une projection. Nous savons que les façades étaient polychromées au Moyen-Âge, mais on ne sait pas comment reconstruire. Là, les étudiants en histoire de l'art simplement proposent différentes possibilités. Et comme c'est une projection, ça ne nuit à personne. Donc l'été, on s'installe après le coucher du soleil sur une terrasse et on voit se défiler des possibilités dont certaines sont, pour moi, plus réussies, d'autres sont moins réussies. Finalement, ça ne veut rien dire, mais en même temps, je suis très content de pouvoir voir ça. Et c'est là aussi cette liberté qu'il faut prendre. Et j'espère que c'est ce qu'on fera demain aussi, c'est-à-dire explorer non pas une vérité, mais des possibilités, des alternatives, et voir un peu ce qui nous fait quelque chose, ce qui nous paraît plausible, ce qui nous passe pour impossible, sans que cela ait aucune valeur autre que le plaisir de la tentative et le fait désormais de regarder les textes d'un œil différent. Puisque quand on a essayé de faire quelque chose avec le texte, on ne regarde plus jamais un nouveau texte de la même manière. C'est là également pourquoi j'ai fait une édition de textes
comme thèse de doctorat, puisqu'on m'a dit que quand on veut se faire médiéviste, il faut avoir fait une édition de texte, hein, sinon ça ne marche pas. Et finalement, je crois que mes maîtres avaient raison. Quand une fois on a fait une édition de texte, on est finalement capable de lire des éditions de texte. Et quand une fois on a produit une pièce de théâtre, on est capable de lire des pièces de théâtre. Et peut-être il faut aussi traduire un texte pour pouvoir lire un texte. D'autres questions du public? Et moi j'ai une question. Oui, tu dis, tu as rappelé ce qu'on sait tous, à savoir que les manuels d'histoire du théâtre médiéval sont tous nuls. Et on sait pourquoi. C'est parce qu'ils ne sont pas écrits par les spécialistes du théâtre médiéval. Alors ça, question que je pose à tous. Est-ce que c'est lié à l'étude du théâtre médiéval, hein, cette scission finalement entre les spécialistes et les non-spécialistes, ou est-ce que c'est tout à fait général? Et pourquoi ce ne sont pas les spécialistes du théâtre médiéval qui écrivent les manuels sur l'histoire du théâtre médiéval? Est-ce que c'est une spécificité, ce qui voudrait dire des choses sur l'objet, ou est-ce que c'est absolument général? Ça a à voir avec les directeurs de collection, ça a à voir avec un peu d'argent de poche vite fait pour des médiévistes. Ça a à voir... J'ai d'ailleurs pas dit que toutes ces histoires du théâtre médiéval sont nulles. Je sais. J'ai dit uniquement qu'elles contiennent toutes plus ou moins les mêmes informations. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça parle de cet objet qui finalement est un tel ovni qu'il appartient à tous, ou qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour en parler, ou est-ce que c'est simplement, disons, une dérive comme une autre voilà. C'est ça ma question, c'est finalement, est-ce que ça raconte quelque chose de l'objet théâtre médiéval ou pas? Oui, d'une certaine manière. Ça raconte aussi quelque chose au sujet des chercheurs sur le théâtre médiéval qui ne prennent pas leurs responsabilités, apparemment. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai écrit tout de même... un chapitre, le Moyen-Âge, dans une grande histoire du théâtre occidental, mais là, c'était en irlandais pour la formation des acteurs et pour les départements d'études théâtrales. Et je compte récidiver en écrivant non pas une histoire du théâtre français, mais vraiment pour une première fois, une histoire du théâtre européen au Moyen-Âge. Ça va prendre quelques années, mais c'est bien parti d'une certaine manière, c'est bien parti, puisqu'en même temps, je veux et je cherche à traduire en français les premières pièces professionnelles du début du XVe siècle. Ce sont les fameux Abelspelen en irlandais, c'est-à-dire pour une première fois un théâtre sérieux, non religieux. C'est un peu déjà comme si c'était des tragédies, c'est-à-dire que avec des hommes qui se tuent par chagrin d'amour, etc. Quelque chose qu'on n'associe pas du tout avec le théâtre médiéval. Alors, il y a 4 pièces comme ça, aux Pays-Bas, contenues dans un seul manuscrit. Et on se dit, mais c'est curieux ça, c'est curieux ça. Quand par contre on scrute les archives, on se rend compte qu'un tel type de théâtre, un tel type de théâtre chevaleresque, des pièces sur Huon de Bordeaux, des pièces sur Au danger, des pièces sur... ces pièces sont partout, elles sont jouées partout, mais en français, on ne les a pas, simplement pas conservées, à une exception près, c'est le mystère de Pierre de Provence qui se trouve à la bibliothèque Colombine à Séville et qui, à ce jour, est resté inédit. Mais je ne comprends pas, j'arrive pas... Non mais quand il s'agit de la curiosité, de la curiosité naturelle du chercheur.
quand on se rend compte qu'il existe un objet comme ça en français, on se dit tout de suite, mais voilà, elle est pour moi cette pièce. Ah non, on ne le fait pas. Mais oui, je crois, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. Pendant mon séjour grenoblois, je compte finalement terminer une histoire de la farce. Elle n'a jamais été écrite, tout simplement une histoire chronologique. Ça vient d'où, qu'est-ce qu'on peut en savoir, etc. Simplement une histoire chronologique aussi. Donc vraiment à l'ancienne. Et ça, puisque certaines collègues, dont tu étais d'ailleurs, m'ont demandé, mais pourquoi n'y a-t-il pas de petit guide pour les étudiants? Quand les étudiants veulent travailler sur la farce, il n'y a rien. Et d'abord j'ai dit oui, ce serait possible d'écrire un petit volume, 150 pages, vite fait, sur ce qu'on sait de la farce. Et là je me suis compliqué la vie en posant peut-être les bonnes questions, peut-être les mauvaises questions, mais pourquoi j'écris tout ça? Et que puis-je savoir à ce sujet finalement? Et comment se fait-il que tout le monde dise ça? Donc c'est devenu une recherche extrêmement compliquée, finalement, qui m'a amené donc également à prouver tout simplement que la farce française est née à la cour royale, et que le premier farceur à la solde d'un roi, eh bien, c'était sous Charles VI, qui lègue une somme importante à son joueur de farce dans son testament. Alors que il n'y a rien, il n'y a pas de texte. Mais oui, un appel, Mathieu, une histoire du théâtre latin du Moyen-Âge, c'est pour quand? Pas de suite, je te comprends. Non, mais ceci dit, pour rebondir sur la question que Marie pose, et qui est aussi une très bonne question, et à laquelle tu réponds, et je voudrais juste expliciter pour ceux qui ne sont pas spécialistes, pourquoi, tu disais, les spécialistes n'écrivent pas une histoire de l'objet, de telle sorte que les manuels, donc destinés à un public non averti, puisque ce sont des manuels, reproduisent des anciennes idées qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Peut-être parce que les recherches, et Yellow, tu en es vraiment l'incarnation, les recherches que les chercheurs font aujourd'hui sont profondément déstabilisantes. C'est-à-dire conduisent à questionner tellement l'objet théâtre médiéval que, je ne dis pas qu'il se dissout, mais enfin qu'il se complexifie au point où on commence à se dire qu'est-ce qu'un texte de théâtre? C'est-à-dire que ce sont des questions qui sont quand même énormes. Or, est-ce que les manuels sont l'espace de poser ces questions? Peut-être, mais en tout cas, les manuels de théâtre médiéval ne prouvent pas ça. C'est-à-dire qu'ils continuent à proposer une histoire qui a fait ses preuves, si j'ose dire, puisqu'elle date en effet du roman, si j'ose dire, de l'histoire du théâtre, pratiquement du roman national, cette histoire du théâtre qui a été conçue au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et du coup, on a vraiment, c'est vrai, en tout cas moi j'ai cette même impression, l'impression d'une science à deux vitesses, mais c'est peut-être le cas aussi pour quand on se confronte entre la recherche et la diffusion de la recherche, mais qui rend les choses aussi de plus en plus, peut-être pour moi, difficiles, c'est-à-dire comment arriver avec un discours rénové, de nouvelles méthodes, des propositions de pratiques exploratoires, sur un objet qui a l'air tellement sclérosé dans un certain nombre d'images, quand on vous dit, mais de toute façon, le théâtre médiéval, il n'y avait pas d'acteurs, et alors maintenant tu viens de nous dire qu'il n'y avait pas de texte non plus, donc il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de texte, et puis de toute façon c'est religieux. Bon, alors évidemment, nous on est toujours confrontés à ça. Je crois que c'est le cas de tous les chercheurs qui travaillent sur l'époque passée, mais là peut-être encore plus fortement, surtout ce que tu l'as dit, en France, parce que ça correspond aussi, c'est des temps du début, donc ça correspond aussi à une certaine vision des origines, thématiques, il ne peut pas y avoir de professionnels, il ne peut pas y avoir ceci, cela, il ne peut pas y avoir de jeu. Et ça a été fondateur à un certain moment, et du coup c'est très difficile de prend à rebrousse-poil ce discours de fondation qui reste présent, et qu'il faut faire passer quelque chose aux étudiants quelque part. Donc on fait passer
c'est ça. Et peut-être que notre rôle aujourd'hui, alors malgré ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, de l'université comme lieu de sclérose, mais c'est peut-être quand même aussi à notre rôle, alors d'écrire, je suis bien d'accord, de nouveaux manuels, d'une part, mais aussi dans les cours, de faire passer une distance critique par rapport aux sources que les étudiants peuvent avoir à la bibliothèque. De leur dire, bon, vous faut lire les manuels, puis il faut lire Yellow Kopmans, qui va détruire un certain nombre de certitudes. Et vous entrez dans ce monde merveilleux de la recherche, qui est le monde de l'incertitude, en fait, et le monde de l'exploration. Et je crois que ça, pour le coup, l'histoire du théâtre devrait ou doit être un lieu particulièrement privilégié pour ce type d'exploration. Parce que c'est un art vivant, et du coup, ça demande aussi pour nous cette liberté et cette imagination. Alors, oui, mais Marie, oui. C'était juste pour rebondir sur ce que vous... Merci. C'est juste pour rebondir en fait sur ce que vous veniez de dire, parce que donc ayant des charges de cours cette année justement sur le théâtre médiéval, en fait l'une des premières questions que mes étudiants m'ont posées au premier cours, c'était est-ce qu'il y a des livres là-dessus, et en fait j'étais très embêtée pour leur conseiller des lectures, parce que je veux dire, enfin, même Maswell c'est un peu daté quoi. Il y a l'avant-scène. L'avant-scène, oui, c'est une espèce de la gare des Méchards pour le théâtre médiéval. Même dans sa formalisation, hein, c'est tout à fait la gare des Méchards. Non, mais ceci dit, c'est assez intéressant, parce que cette histoire d'avant-scène, regardez son titre. Moyen-Âge, Renaissance. Alors moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé dans cette entreprise, et au début, une des grandes révolutions que nous souhaitions faire passer dans ce qui est un manuel, c'était de faire remplacer à l'équipe éditoriale le titre, puisque chaque tome de l'avant-scène est supposé correspondre à un moment, un siècle. Alors vous avez le théâtre du XXe siècle, le théâtre du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, et audacieusement, nous avions proposé, j'assume d'ailleurs cette proposition, théâtre français des XIIe, XVIe siècles. A priori, ce n'était rien. Mais ça nous a été finalement refusé. Parce qu'on nous a dit, mais XIIe, XVIe siècle, les gens ne vont pas comprendre que c'est Moyen-Âge et Renaissance. Ce que je pense être prendre les gens pour des imbéciles, soit dit en passant. Parce que, bon, mais vous voyez où va la codification, la formalisation, même la sclérose mentale. Alors évidemment, chez des éditeurs, je comprends qu'il y a aussi des impératifs économiques, etc. Est-ce que vraiment le livre se serait plus ou moins vendu si au lieu de Moyen-Âge et Renaissance, il y avait écrit XIIe, XVIe siècle? Pour nous, c'était un militantisme. Là, pour le coup, un acte militant, pour essayer de dire il y a une période de temps, et cette période, elle est à la fois cohérente et fracturée, elle est diverse et une, et donc on se disait, voilà, on va pouvoir, rien que ça, interroger une petite partie de cette idéologie, pratiquement, enfin, en tout cas de ces lieux communs, qui est simplement la question de la périodisation, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, on n'a pas pu le faire. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal d'obstacles finalement. Et peut-être, enfin moi en tout cas, c'était, si je peux me permettre de poser une question, tu as parlé d'un des obstacles qui moi me frappe beaucoup, qui est le rapport. Donc nous allons essayer demain de travailler sur la pratique. Et parmi nous, et on les remercie, on va effectivement avoir des praticiens qui sont aussi des chercheurs dans le monde de l'université. Et donc des gens exceptionnels à tout point de vue. En revanche, c'est plus difficile souvent pour nous universitaires qui arrivons avec ces textes, une envie d'exploration, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait théâtre avec ces textes? De travailler avec des comédiens professionnels qui ont souvent bien autre chose à faire, ce qu'on peut comprendre, mais qui n'ont... Enfin, c'est pas facile forcément de susciter l'envie de leur part, de dire voilà, on va travailler sur un vieux texte et on va faire... Alors soit, c'est pas du tout forcément la reconstitution, mais un travail d'exploration, comment ce texte, je le fais fonctionner aujourd'hui, en 2018. C'est pas toujours facile d'avoir des interlocuteurs. Alors même que tu viens de le dire, c'est des textes qui sont... Enfin, des objets qui sont justement pas des textes, et qui pour cette époque que nous vivons, qui est l'écriture de plateau, qui est les post-dramatiques, enfin c'est déjà même ça très daté, mais la performance, on pourrait se dire c'est génial. Le Moyen-Âge, c'est le moment de la liberté. Et donc, or, c'est difficile d'intéresser des professionnels aujourd'hui de la scène à un travail exploratoire. Alors, comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu proposerais? Je ne sais pas s'il y a des solutions
pour que nous arrivions à intéresser éventuellement aussi des comédiens à cette exploration. Il faut les payer, oui, ça je suis tout à fait d'accord. Oui, ben, il y a tout d'abord tout bêtement un manque de savoir. C'est-à-dire que les comédiens ont eu leur cours sur l'histoire du théâtre. Eh bien, qu'est-ce qu'on y enseigne sur le Moyen-Âge? Ben, c'est à couper l'appétit. Vraiment. Et ça vient d'où? Eh bien, ce sont encore des connaissances de 5e, de 6e main, etc., puisque les ouvrages sont écrits par des historiens généralistes du théâtre qui, sur le plan de la recherche, ne s'occupent jamais du théâtre du Moyen-Âge, mais qui doivent faire aussi le Moyen-Âge, donc qui vont à la bibliothèque pour rechercher quelques ouvrages pour faire, s'il le faut à tout prix, le chapitre sur le Moyen-Âge. Et ça résulte donc en une déformation d'esprit ou une clôture de l'esprit par rapport au théâtre médiéval dès la première année de la formation des acteurs. De même pour beaucoup de départements d'études théâtrales. C'est pour ça aussi que j'ai voulu donc participer à cette entreprise d'une histoire du théâtre de l'Occident en néerlandais, puisque l'idée était pour la première fois depuis 1962 d'écrire en néerlandais un manuel au lieu de le traduire de l'anglais et de faire un manuel qui soit écrit par des chercheurs qui s'occupent vraiment de l'objet au lieu d'avoir tout simplement quelqu'un qui fasse ça. Et finalement, même Charles Mazouer a dû se rendre à l'évidence, puisqu'il a commencé par son histoire du théâtre français du Moyen-Âge, mais son idée était bien de faire à lui seul, un homme, une parole, en 7 volumes, l'histoire de l'Ancien Régime en France. Or, Mazouer n'est pas du tout un spécialiste du théâtre du Moyen-Âge. Il est un spécialiste du XVIIe. Ce qu'il connaît à la farce, ce sont les farces du XVIIe qu'il a bien éditées. Et naturellement, enseignement français oblige, il connaît son patelin. Là, aucun problème. Aucun problème. Et là, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que tout le monde a eu patelin, quelque part au lycée, etc. Donc, le mal est déjà fait, avant que les études universitaires ne commencent. Oui, effectivement, mais je me suis rendu compte, puisque Patelin était connu, a été retravaillé par Bruyès au XVIIIe siècle, a été converti en opéra au XIXe, avec surtout la romance de Maître Patelin, hein, je pense à vous quand je m'éveille, qui a encore été chantée par Tino Rossi, etc. Bon, c'est incontournable. En fait, il est logique, puisqu'au moment où un savoir sur la farce commence à se développer, on n'avait que Patelin. Les grandes collections de farces ont été découvertes, bon, pour le manuscrit Lavallière, avec une cinquantaine de farces, pour le recueil du British Museum, avec une trentaine, 50 de farces peut-être, au milieu du 19e, alors que les recueils les plus anciens, le recueil Treprel et le recueil de Florence, ont été découverts seulement en 1927 et publiés seulement en 1949 pour le recueil de Florence et en 1962 pour les farces du recueil Treprel. Et dans une constitution accumulative du savoir, c'est-à-dire qu'on connaît tout de Patelin, il y a de nouvelles publications, donc ça doit nuancer le propos, ça doit mener à quelques notes en bas de page. Patelin n'est pas tout, il y a autre chose, ce genre. Mais le corpus de la connaissance, le mal est déjà fait. Et la difficulté extrême qu'il y a à se dire, si on repensait cette chose, si on ne prend pas Patelin comme modèle, mais si on prend la centaine de farces imprimées au début du XVIe siècle comme modèle, et que l'on voit le reste comme la farce tardive et Patelin comme, oui, le début de tout ça. Mais ça change tout.
Seulement, on ne le fait pas, on ne le fait pas. C'est Jean Dufournet qui m'a dit un jour, je vais vous dire mon opinion, toute littérature commence par un chef-d'œuvre, et pour la farce, c'est Patelin. Voilà mon opinion. Et je me suis dit, on ne va pas s'en sortir comme ça.